Bonjour, donc excusez-moi, hier j'ai un peu crié à la soirée de gala, donc j'ai la voix un peu cassée, vous m'excuserez. Donc bon, on va parler un petit peu, c'est un sujet très dense et on a peu de temps, mais après bon, dans la matinée je pourrais répondre à d'autres questions. La perfusion-réanimation. Alors, les schémas de perfusion sont complexes et les incompatibilités médicamenteuses sont nombreuses. Et est-ce qu'on peut supprimer les robinets? Depuis 40 ans, je vais supprimer, mais bon, je vais y arriver un jour, hein. Donc, je me présente, Bac Philippe, ancien infirmier de réanimation, en retraite depuis 6 mois. Je travaille depuis 40 ans, j'ai travaillé pendant 40 ans, dont 30 ans en réanimation à peu près. Je me passionne pour les perfusions depuis les années 90. Donc, effectivement, c'est important parce que quand vous vous retrouvez seul devant votre patient avec une prescription médicale, des protocoles, des règles d'hygiène et que vous devez brancher une foultitude de médicaments à un patient, et vous vous dites j'ai 3 robinets, j'ai 3 raccords, j'ai 10 médicaments, ça floccule dans ma voix, ça bouche ma voix, qu'est-ce que je fais? Bon, on fait un montage. Alors, pourquoi éviter les incompatibilités? Alors ça, c'est une science qui est récente, vous en faites pas. Si vous n'avez pas travaillé dans le service de RAS, c'est pas grave. Ça a commencé en Suisse il y a une quinzaine d'années. En France, on commence à en parler depuis, on va dire, 4-5 ans. C'est quelque chose de très récent. Ça a juste embêté les vieux infirmiers parce qu'on avait une voix centrale, une voix ou 2 voix dans le temps. On avait rarement des triples voix. On mettait rarement des perfusions périphes. Et ça bouchait nos voix et c'était embêtant. Alors, les incompatibilités médicamenteuses, en fin de compte, il faut vous dire une chose. Là, je vous fais voir un capillaire pulmonaire de 6 à 8 microns. Avec ce qui bouge ce capillaire, c'est un débris de verre. Et c'est un poumon de bébé. Donc les débris de verre quand vous cassez vos ampoules, les morceaux de caoutchouc quand vous percutez, mais surtout aussi tous les cailloux que les médicaments vont faire quand ils seront incompatibles. Il faut savoir que quand c'est visible, on est au-dessus de 20 microns. Là, vous voyez, les capillaires font 6 à 8 microns, donc on est dans un domaine qui n'est pas visible. C'est-à-dire que la solution sera limpide. Et pourtant, ils seront incompatibles. Et ça provoquera des problèmes. Alors, c'est nouveau, c'est récent, c'est compliqué à imaginer le retentissement clinique sur le patient. Pourquoi, effectivement, on ne peut pas demander à un patient, monsieur, vous rentrez en réa, on va vous faire des petits prélèvements de foie, des petites biopsies, puis quand on sortira, on va refaire les mêmes prélèvements pour voir si on n'a pas... Mais c'est vrai que des Anglais ont fait des études sur des lapins, des Belges sur des cochons. On a fait aussi... on a étudié un petit peu le devenir des patients a posteriori, voir que des patients qui avaient des foies normaux ou des reins normaux, après un passage en réanimation et puis plein de petits médicaments, voilà, qu'on ne pense pas qu'ils sont méchants, ben voilà. Et on s'est rendu compte que, ben, effectivement, le CIRS, les embolies gazeuses, graisseuses, les petits cailloux, ben voilà. Et donc, c'est très récent, on commence juste à travailler dessus. Donc, bon, ça va se développer dans la dizaine d'années qui vont se développer. On va vite passer sur les incompatibilités physico-chimiques, mais il faut savoir qu'il faut faire la différence entre les incompatibilités et les interactions. Une interaction et une incompatibilité, ce n'est pas la même chose. Une incompatibilité, c'est de la chimie, c'est de la physique. Hein. Une interaction, c'est un médicament qui annule l'effet de l'autre ou qui potentialise l'effet de l'autre. D'accord? On n'est pas du tout. Bon, je vais vite passer sur la réaction. Retenez surtout que la majorité de la stabilité d'un produit, ben, voilà, c'est 90%. Par exemple, le propofol, si on n'y touche pas, selon si c'est du chinois, du français, de l'américain, on a des stabilités dans les tubulures qui vont de 6 heures à 24 heures. Hein. Et non pas, voilà, c'est pas fixe. Hein. L'héparine, c'est stable 48 heures dans une tubulure. Hein. Voilà. Par contre, il faut savoir que la majorité des incompatibilités sont dues à des réactions acide-base. Déjà, si vous travaillez rien qu'avec les réactions acide-base, vous allez gagner beaucoup de temps. Les facteurs, la température à laquelle vous travaillez, plus il fera froid, moins il y aura de réaction, le pH, je viens de vous dire, la lumière, les concentrations et le temps de contact. Là, je vais passer vite. Vous avez tous dans vos services du pantoprazole, de l'IPP. Pour vous, c'est un médicament qui est beaucoup plus anodin que de la noradrénaline. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, c'est le pire médicament. C'est le pire médicament, le pantoprazole. Surtout là en ce moment-ci avec le Covid où on a refait un peu d'essais avec le Vectarion.
Hein, on mélangeait enfin, on passait un peu d'actarion au patient, qui est une vieille molécule, hein, c'est la mitrine. Quand on prend ces deux solutions et qu'on commence à injecter, vous voyez, dès l'injection, il y a un précipité. Le précipité s'accentue très très rapidement. Au bout de 5 minutes, il commence à virer au marron. Au bout d'un quart d'heure, vous avez des petits cailloux, et vous voyez les petits cailloux. Et là, on est dans du domaine visible, donc supérieur à 20 microns, et ça fait des cailloux. Pourquoi? Le Vectarion, c'est un acide, c'est un pH à 2,5, et le pantoprazole, c'est une base, c'est un pH à 12. C'est les médicaments les plus acides et les plus basiques de la pharmacopée française. Vous les mélangez tous les deux. Là, j'ai dit temps de contact 15 minutes. Si vous les branchez tous les deux sur votre rampe en amont de votre système de perfusion, il faut à peu près une demi-heure pour que le liquide arrive au patient. Une demi-heure de contact. Donc une demi-heure de contact, vous injectez beaucoup de cailloux au patient. Beaucoup. En pratique, on va aller vite là-dessus. On se demande toujours, on se pose toujours la question, est-ce que je peux les mélanger? Est-ce qu'ils ne sont pas trop acides ou trop basiques? Vous pouvez utiliser des outils, je vous en ferai voir un pour travailler dessus. Les émulsions. Effectivement, le risque principal avec les émulsions, ce n'est pas les incompatibilités chimiques, c'est les ruptures d'émulsions. Le propofol, le risque le plus important avec le propofol, c'est une rupture d'émulsion. C'est-à-dire que vous allez transformer votre solution qui est stable en des petites gouttes de graisse. Et ces petites gouttes de graisse vont provoquer des micro-embolies graisseuses. Hein? Donc avec le propofol, c'est une rupture d'émulsion. Voilà, ça parle de rincer les tubulures. Quand on est une connexion en Y, voilà, essayez de travailler le plus près du patient. Le temps de contract, ça a diminué d'autant. Hein? Là, c'est des petites choses. On reconstitue bien les médicaments. N'oubliez pas que l'eau pour préparer injectable, c'est un solvant fabuleux pour préparer les seringues, les seringues qu'on utilise dans les poussins électriques. Évitez le sel, évitez le glucose, utilisez de l'eau pour préparation injectable. Le plus souvent, c'est le plus neutre. Le glucose, c'est un pH acide, c'est un pH à 5,5. Voilà. Toujours contrôler la solution, éviter le sang. Voilà. Le sang, ça se passe sur le voie périph' tout seul. Bon. Les robinets, on va parler des robinets, et après on va développer un peu. Est-ce qu'ils sont utiles? Vous allez vous dire, je ne peux pas concevoir un système de perfusion sans robinet. Moi, j'ai connu, il y a 40 ans, il n'y avait pas de robinet. Les premiers robinets que j'ai connus, c'était en inox. On monte des rampes, on les nettoyait avec un écouillon après. Et ça s'est imposé parce qu'on n'avait rien d'autre. Quand j'ai commencé à travailler, on piquait dans un bout de caoutchouc les aiguilles et on laissait ça en place. Les robinets, ça a été magique, mais ils ont 40 ans. On a fait des efforts et on a vu arriver, j'espère que vous les utilisez dans vos services, des valves bidirectionnelles. Alors, il y a plusieurs sortes de robinets. Là, je vous ai fait voir une rampe normale. Là, c'est une rampe qui est intéressante parce que c'est une rampe on-off. C'est ouvert ou fermé, il n'y a pas d'intermédiaire. Là, on a des rampes où il n'y a pas de robinet, hein, avec des antisiphons intégrés ou des bidirectionnels intégrés. On a des siennes pieuvres avec des bidirectionnels aussi. Un robinet, voilà, c'est classique. On peut aussi utiliser des raccords en Y. D'accord? Alors, pourquoi il faut se méfier des robinets? Voilà, là, vous avez un robinet qui est ouvert. Ça passe d'un côté, ça passe de l'autre. Tout va bien. Là, ici, vous voyez qu'on a fermé une voie. D'accord. Là, ici, on en a fermé une autre. On tourne le robinet. Et quand vous mettez le robinet à 45 degrés, vous fermez toutes les voies. Dans cette position-là, vous fermez toutes les voies. Les gens ne le savent pas toujours. En fin de compte, un robinet, ce n'est pas on-off. Là, dans cette position-là, vous avez fermé toutes les voies. Il n'y a rien qui coule d'un côté comme de l'autre. Ce qui est le plus important, c'est quand le robinet il est légèrement fermé ou légèrement ouvert. Dans cette position-là, si on fait rentrer 100% de solution d'un côté et 100% de solution de l'autre, donc 200%, il ne va ne sortir que 50% de solution. Donc vos perfusettes par gravité ne couleront pas, ou couleront très mal. Vous allez vous poser la question, vous allez vous dire, mon cathé périph, ma voie centrale est bouchée, mon cathé périph ne va pas, vous ne faites pas un retour sanguin parce que vous n'y pensez pas, et en fin de compte, non, c'est juste votre robinet. Ce qui est beaucoup plus pernicieux, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, et ça arrive tous les jours. Surtout au plus près du patient, quand ça traîne dans le lit, puis que le patient, vous avez bougé tout. Un robinet dans cette position-là, vous voyez qu'il n'y a que 75% qui est injecté sur les 200% que je voulais injecter. Et ce qui est encore plus pernicieux,
c'est la rampe. Parce que la rampe, en haut, bah, voilà, tout est bien ouvert, vous avez bien passé 10 minutes à chaque fois à bien mettre vos raccords. Bien sûr, hein, vous avez le temps, on a le temps de faire attention aux raccords. Bah, là, tout passe. Vous voyez que juste en dessous, où j'ai juste mis légèrement les robinets de guingois, bah, si on fait rentrer 100% et 100%, comme à chaque fois ça va se réduire, à la sortie, 25%, 50%, il n'y a rien qui coule. Et on est là, on peste, nos médicaments ne coulent pas par gravité. Par pouce seringue, ça va toujours pousser un petit peu. Par pompe à perfusion, ça toujours, mais par gravité, ça ne va pas couler. Donc, les robinets, ce n'est pas la panacée, mais on n'avait que ça jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des montages. Voilà. Par exemple, à Douai, nous, on a fait un montage. Là, vous allez voir, il n'y a aucun robinet. Aucun robinet, tout est sécurisé, comme avec des robinets. Hein. Vous avez des clans qui remplacent les robinets pour ceux qui ont peur, voilà, au plus près. On peut utiliser des clans. On en a même fait rajouter un juste sur la voie distale, au plus près juste après ici. On en a rajouté un. Voilà. Là, ici, c'est des valves avec anti-retour intégrés. Là, c'est des rampes avec des anti-siphons intégrés. Hein. Alors, vous connaissez la différence entre un anti-siphon et un anti-retour? Non? Les valves bidirectionnelles, ce sont des valves où, quand on les a branchées, c'est on-off et on perfuse ou on peut retirer. C'est bidirectionnel dans un sens. Les valves unidirectionnelles, ce sont ce que l'on appelle les valves vulgairement anti-retour. Les valves unidirectionnelles, on ne peut injecter que dans un sens, on ne peut pas retirer. La valve anti-siphon, c'est une valve unidirectionnelle comme la valve anti-retour. Simplement, on ne peut pas brancher de gravité sur un anti-siphon, ça ne coulera pas. Il faudra obligatoirement une pression d'ouverture, donc un pouce-seringue électrique. Si vous mettez comme ici sur la médiane des anti-siphons, c'est très bien. Là, vous avez par exemple la sédation. Vous pourrez brancher une perfusette sans faire exprès, ça ne coulera pas. Vous ne ferez pas de flush de sédation. Donc ça aussi, dans la construction d'un système de perfusion, il faut faire attention à ce qu'aucun endroit de votre système de perfusion ne soit pareil aux autres, qu'il n'y ait pas d'erreur de branchement, et puis surtout, utiliser des couleurs. Ça ne mange pas de pain. Je sais que les hygiénistes ne voudront pas, mais bon, après, vous leur expliquez des choses aux hygiénistes. Et les pharmaciens, ils sont gentils. Quelle stratégie mettre en place? En fin de compte, vous ne pouvez pas travailler tout seul. C'est compliqué de travailler tout seul. Un infirmier manque de connaissances. Moi, j'ai repris 6 mois de licence de physique, de chimie. J'ai repassé quelques DU, j'en ai quelques-uns. Bon, j'avais le temps, hein, ça fait 40 ans. Hein. Donc, voilà. Mais vous allez devoir travailler avec le médecin. Le médecin, il faut le remettre à sa place. J'adore les médecins. Hein. J'ai des copains médecins. J'adore les médecins, mais il faut qu'il reprenne sa place. C'est pas lui qui va construire le système de perfusion. Lui, il prescrit et il élabore les protocoles. L'hygiène va vous dire comment désinfecter et comment faire vos pansements. Elle ne va pas vous faire construire un système de perfusion. Le pharmacien va vous construire votre système de perfusion. La responsabilité, c'est le pharmacien. Le pharmacien est responsable du système de perfusion. C'est lui qui va définir toutes les règles de préparation, tous les protocoles, qui va construire le système de perfusion. C'est sa responsabilité légale. Et puis vous, bah vous avez un énorme travail à faire parce que vous pouvez travailler, vous demandez à expliquer, parce que c'est vous qui allez l'utiliser. C'est vous qui êtes juste avant le patient. Et donc vous allez pouvoir dire, bah, tu sais, ce raccord-là, je ne sais pas pourquoi tu l'as mis, mais moi, nous, on ne l'utilise pas, ou bien s'il y en avait un là, ça serait bien. Il faut travailler, voilà. Il faut participer tous les 4. Chacun à sa place, en bonne entente. C'est toujours compliqué. Avec le pharmacien, c'est rarement compliqué. L'hygiène, c'est toujours compliqué parce qu'ils ont 10 ans de retard. Là, ils sont en train de mettre en place des règles d'asepsie qui sont sorties à la SF2H. J'ai travaillé avec la SF2H en 2017-2018. Ils sont seulement en train de les mettre en place en 2022. Même s'il y a eu le Covid. Ils mettent toujours 4-5 ans pour mettre en place des règles d'hygiène qu'on édite 4-5 ans avant avec la SF2H. C'est leur... voilà. Mais, bon. Mais j'aime bien hein, les hygiénistes aussi. Alors, quand on construit un système de perfusion, vous allez vous dire, bah, allez, j'y vais, je mets 5 rampes, 10 robinets, 10... Non. Plus il y a de choses, plus c'est infectant, plus il y a des risques d'erreur. Dans 80% des cas, vous pouvez faire un système qui sera utile à 80%. Dans 10 à 15%, il y en aura trop. Bon, voilà, c'est des patients qui vont pas assez longtemps. Puis quand il y en aura pas assez, bah, remettez une voie périph'.
hein, ou repiquer une deuxième voie centrale ou une jugue externe. Mais c'est 7 ou 8% où il n'y aura pas assez de trucs, ça ne mérite pas qu'on mette en jeu la vie des 81 autres. Faut définir vos nombres de voies. En réanimation à l'heure actuelle, 3 voies, c'est largement suffisant. Enfin, voilà. Parce qu'une voie, voilà, catécholamine, tout ce qui est médicaments à faible marge, une voie, tout ce qui est en pousseringue électrique pour éviter de faire des bolus, une troisième ou quatrième voie pour des gens qui travaillent beaucoup en cancéro, qui ont beaucoup d'anticancéreux, là il faut une voie dédiée, donc on peut là mettre une quatrième voie. Et puis une voie où là on va mettre voilà, les recueils des données, les picots, les perfusettes, les bolus, les remplissages, voilà. Quand vous avez construit un système de perfusion, c'est bien, mais il faut expliquer aux gens où brancher tel ou tel médicament pour respecter les incompatibilités. Alors, il y a plein de guides. Les guides, les 3 temps sont faits par les pharmaciens. Ils travaillent souvent comme là. Bon, voilà, ça c'est au Médicentre. Là, vous voyez les incompatibilités qui sont dans cette case-là. Ben, ça sera toujours 2 par 2. Un médicament avec un autre médicament. Ça ne vous dit pas où le mettre dans votre système de perfusion. Vous pouvez avoir ça. Ça, c'est les pharmaciens qui l'ont fait aussi, des matrices. C'est intéressant, ça dit juste, c'est compatible, pas incompatible. C'est 2 médicaments par 2 médicaments, mais voilà, ça ne vous dit pas non plus où le mettre. Et puis après, nous, on a dit, voilà, comme on est des infirmiers, nous, du pratico-pratique, on n'a pas la science du pharmacien. Enfin, bon, moi, j'ai quand même travaillé, faire mon référentiel d'incompatibilité sur les médicaments, ça m'a pris à peu près 1500 heures de travail personnel. Il fait 600 pages. Il fallait que je fasse ce travail-là pour savoir où j'allais mettre les médicaments sur le système de perfusion. Et après, pour mettre ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire comme outil pour que ça soit intuitif? Donc, pas un truc compliqué ou bien quoi. Et donc, on a juste fait des photos. Voilà. Là, vous avez des photos, c'est dans toutes les chambres, en un clic sur l'ordinateur. Là, vous voyez, sur la voie proximale, bah, la place de tout ce qu'on va mettre sur la voie proximale, elle est mise. Et donc, oui, il y a une chose qui va faire choquer tout le monde, c'est que je mets l'Avanco avec la noradré et l'adré. Ouais, l'Avanco, ça précipite avec plein de choses sur la voie médiane, ça précipite avec plein de choses sur la voie distale. Piquer en périph' pour mettre de l'Avanco, c'est pas conseillé. Et par contre, l'Avanco, elle est totalement compatible avec toutes les amines et les antihypertenseurs. Et vous pouvez mettre les antihypertenseurs sur la voie proximale, parce que quand le patient est sous noradré, il n'y a pas besoin d'antihypertenseurs. Et quand il n'y a plus de noradré, vous pouvez mettre des antihypertenseurs. Voilà, ils sont jamais en même temps. Voilà. Et là, vous voyez, on en a que 3. De raccord, on peut en mettre 4. Allez, juste pour le plaisir. Alors, le système de perfusion qu'on a fait à Douai, il y a un choix délibéré, c'est un choix avec un vecteur en flux continu. Ça permet de tamponner les effets des changements de seringue. C'est un choix délibéré. Il y a eu des tests de fait sur l'utilité ou non d'un vecteur sur la voie des amines. On sait tous maintenant qu'il faut utiliser un vecteur sur la voie des amines. Ça tamponne les effets. Sur la voie médiane, vous voyez, il y a un peu plus de choses. Il y a un peu plus de choses. Donc là, au plus près, on va mettre... Alors, Nesdonal et Prodilantin, faut les passer tout seuls. Alors, je vais vous choquer. Le Nesdonal et le Prodilantin, vous pouvez le passer sur une voie périphérique de bon calibre à partir du moment où vous mettez un vecteur à 20 ml/h. D'accord ? Il faut juste un vecteur à 20 ml/h, donc 500 ml par jour de sérum salé, et vous mettez sur une bonne voie périph'. Vous le diluez juste dans la seringue, au lieu de mettre 2 grammes dans 50 ml, vous mettez 1 gramme dans 50 ml, et le Nesdonal peut passer sur une voie périph', ou une jugulaire externe. Il n'y a pas besoin de voie centrale pour le Nesdonal. Prodilantin, pareil. Ça, il faut les enlever, ils sont trop basiques. Et vous voyez qu'ici, il y a plein de médicaments, mais qui ne vont pas passer en même temps. Parce que, et tous ces médicaments-là, ils peuvent passer en même temps, parce que là, il n'y a que des médicaments acides. Il n'y a aucun médicament basique, sauf le Nesdonal et le Prodilantin, mais je l'avais mis là au début, parce qu'en fin de compte, quand les patients les mettaient sous Nesdonal et Prodilantin, ils n'avaient pas de sédation. Le Nesdonal suffisait tout seul. Maintenant, les protocoles ont changé un petit peu, et les médecins, les neurologues ont tendance à bazarder 50 médicaments en même temps, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de neurologues, ils me disent on y va, il faut juste qu'il arrête de convulser, donc on rajoute. La voie distale, voilà, avec une rampe, une nanorampe, avec des antirotatoires intégrés. Vous voyez ici que l'insuline est au plus près. Alors, vous avez ici les contenances cette huile. Pour vous donner une idée, là j'ai 1,3 ml, là j'ai 13 ml. Elle est jaune parce qu'ainsi ça me permet de mettre tout ce qui est à l'abri de la lumière en pousseur électrique sur la rampe.
On peut faire des bolus. La Michelin, le Pantol, il est là. Le Pantol, nous, on le passe qu'en perfusette à 18h tout seul. Ainsi, voilà. Et puis on le rase bien après. Alors, il y a encore une voie pour la PVC, c'est parce que nous, on branche notre cathé artériel dessus pour pouvoir flusher. Ainsi, on n'a pas besoin de se trimballer avec des seringues de sérum salé et tout. Notre cathé artériel nous sert de flush. Alors, pour répartir les médicaments, les autres médicaments qui ne sont pas dessus, ben, on a juste nommé, mis des chiffres, et on a fait une liste. Et là, la liste, elle est toute simple. Rouge, acide, bleu, basique, noir, voilà, neutre. Et on ne mélange pas un rouge et un bleu en même temps. Et c'est très facile de ne pas mélanger un rouge et un bleu, parce que si vous prenez l'Augmentin, vous branchez au plus près du patient, et vous devez juste après lui passer, je ne sais pas moi, du Corsidas, et vous le branchez sur la rampe, tout en haut. Et toute la tubulure, c'est de l'eau. Et donc, ils ne seront pas en contact. Oui, il suffit juste, c'est une gymnastique intellectuelle pour faire ça, mais voilà. Cet outil, dans le service, on l'a testé sur les élèves infirmières. Quand ils arrivent dans le service, on leur dit, voilà, on présente les outils, et le lendemain de leur arrivée, une fois qu'ils sont familiarisés avec un malade de réa, on leur dit maintenant, tiens, voilà, là le bac avec la réa, tu vas poser ta réa tout seul. Et elle prend les outils, elle pose la réa tout seul, elle ne fait aucune erreur. Voilà, en conclusion, je pense que j'espère ne pas avoir été trop vite, que je suis dans les temps. Nous, ça fait 8 ans qu'on utilise ce protocole. Moi, ça fait 35 ans que je travaille sur les valves bidirectionnelles et sur les systèmes de perfusion sans robinet. Faut savoir une chose, c'est que vous êtes maître. Alors, je ne sais pas s'il y a des industriels, mais ils ne vont pas m'aimer. Vous n'avez jamais à subir le diktat des industriels. Il y a des industriels qui sont capables de vous faire des systèmes sur mesure. Il faut juste que vous leur demandiez ce que vous voulez. Ils peuvent vous aider à le construire, votre système. Vous pouvez faire des systèmes sur mesure. Voilà, et vous leur dites, je veux un système sur mesure. Ou ils disent oui, ou ils disent non. S'ils disent non, vous passez à un autre industriel. Il y en a suffisamment dans le monde des industriels qui construisent des rampes ou des systèmes de perfusion pour que vous exigiez que le système soit votre système. Alors, c'est un gros travail. C'est un travail d'haleine. Moi, je l'ai fait tout seul. Je me suis bloqué dans un coin. Il y a une dizaine d'années de ça. Ma famille m'a laissé tranquille. J'ai passé 6 mois de mon temps personnel. J'allais à l'hôpital, je sortais et je ne faisais que ça. Je voulais le faire. J'ai repris des cours pendant toute ma carrière, mais j'ai aussi repris des cours de physique et de chimie. Voilà, les pharmaciens m'ont donné des cours de pharmacie ou bien quoi. Je suis pointu que dans ce domaine-là. Hein. Ne me posez pas d'autres questions de pharmacie, je ne saurais pas. J'ai travaillé sur les protocoles avec les médecins et les infectiologues pour changer certains protocoles d'administration, surtout les antibiotiques. C'est hyper incompatible. Et en fin de compte, on a pu, comme ça, faire évoluer les choses. C'est un travail de longue haleine. On peut le mutualiser, se donner chacun à travailler. On peut aussi éviter de passer un temps fou sur comment créer un référentiel médicament. Moi, je l'ai créé. Hein, et si vous voulez le créer, vous pouvez le créer, mais il sera le même que le mien, puisque les données, je les ai pris dans les données de pharmacie, hein, Stabliscat, Tricel, Vidal, Theriac et tout. Je suis abonné à tous ces revues-là. Et j'ai travaillé comme un pharmacien de ce côté-là. La pharmacie a validé mon travail. Et c'est ce qu'elle m'a dit, elle n'aurait pas fait mieux. Mais elle ne l'aurait pas fait parce qu'elle n'avait pas le temps. J'ai quand même fait 130 médicaments. Et ça, si vous le voulez, ben, voilà, je peux vous le donner. Hein. Moi, je suis en retraite, je ne vais pas partir dans ma tombe avec mon référentiel médicament. Hein. Celui qui veut, je le donne, vous gagnerez du temps. Par contre, il faut le lire et bien le comprendre, parce que comme vous n'aurez pas travaillé dessus, ben, vous n'arriverez pas peut-être à définir la place des médicaments dans un système de perfusion et vouloir votre système de perfusion. Voilà. Et puis, voilà, je conclus sur... faut essayer de se passer des robinets, minimiser la place des robinets au minimum. Hein. Et si vous mettez des valves bidirectionnelles sur une rampe avec des robinets, des valves collées, enfin prémontées ou bien quoi, les robinets, vous n'avez plus besoin de les utiliser. Laissez-les ouverts totalement. Les fermez pas, c'est des sources d'erreur. Et construire un bon système de perfusion, ça je conclurai là-dessus, construire un bon système de perfusion, c'est un système de perfusion qui va être construit dans le but de ne pas générer d'erreurs. Ça, en France, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Les anglo-saxons travaillent comme ça, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, on commence à analyser les erreurs que l'on va faire pour construire quelque chose où on ne pourra pas les faire, ces erreurs.
C'est l'inverse. Nous, on travaille différemment, on construit quelque chose, puis on essaye on voit les erreurs, et puis voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Philippe Bach. Je vois que Laurent, tu as déjà le micro. Tu as déjà une question ? Oui, si. Alors moi, je trouve que Philippe Bach a déjà une voix bien grave pour un début de matinée. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Sinon, alors, effectivement, merci pour ton topo. Et on voit bien qu'il y a de nombreuses années d'expérience derrière qui peaufinent ton discours parce que c'est bien rodé. Alors moi, j'adore ce travail que tu as réalisé. Effectivement, cette liste de médicaments incompatibles, etc. Moi, je vais la télécharger parce qu'elle va intéresser le service. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu divines, mais pour moi, c'est... Ah bah, vous pouvez faire ce que vous... Là, le topo, et même si vous voulez d'autres documents, je peux vous fournir... Bah, je crois que tu... Décédé, je voudrais bien donner essayer. Laurent une clé USB où dedans, il y a sur la clé USB, j'ai une clé USB où dessus, je la donnerai, il y a mon référentiel médicament, qui fait donc 500 pages, c'est compliqué d'envoyer par mail. Il y a aussi une bibliographie, un résumé de bibliographie, donc il doit avoir une vingtaine, une trentaine de thèses, enfin d'autres documents où il y a quoi à lire. Il y a aussi d'autres documents, d'autres topos, et voilà, j'en fais cadeau. Merci à toi, Philippe. Alors, nous, on est passé aussi, on a changé nos procédures de gestion des voies veineuses centrales. On a mis des prolongateurs, je ne vais pas citer la marque, hein, mais c'est la même que toi. Et au final, donc, nous, c'était un bouleversement, hein, parce que, alors nous, avant, on a fait une étude avec les services hygiéniques, services d'hygiène. Je crois qu'il n'y a pas que Philippe qui est sorti hier soir, apparemment. Alors, on avait fait une étude pendant 3 mois avec l'ancien système, refait une étude avec le nouveau système, donc avec les valves bidirectionnelles, et on a changé, on a supprimé le cycle bétadine, et on a utilisé de la chlorhexidine associée à de l'alcool isopropylique, ça s'appelle le Chloraprep. Et derrière, on a divisé par 3 la bactériémie sur les KT. Donc ça marche, quoi. Et deuxième chose, par contre, qui dit valve bidirectionnelle, dit on ne met pas de bouchon dessus, on désinfecte pendant... Il y a un protocole de désinfection à l'alcool à 70, avant de... Je ne sais pas si vous faites la même chose, Philippe, mais... et c'est vrai que nous, on a essayé de trancher, on a discuté avec le service d'hygiène, et en fait, les filles doivent frotter un mouvement rotatif avec de l'alcool à 70 pendant 15 secondes avant de brancher quelque chose. Voilà. Alors, j'ai pas du tout parlé d'hygiène pendant mon topo, ce n'est pas le but. Alors là, je vais vous faire bondir, je pense. J'ai travaillé, le service d'orientation à Douai a été créé en 95. Dans les années 90, j'ai travaillé sur les systèmes de perfusion. Et le fameux 96 heures, il vient des années 90. En 90, on changeait les rampes tous les jours. Tout ce qu'on a fait, c'est étudier une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et comme au bout de 4 jours, ça marchait toujours, on n'a pas été plus loin. Nous, c'était déjà une révolution en 90. 30 ans après, on nous casse encore les pieds avec le 96 heures. Il n'y a aucune étude qui prouve qu'il faut faire 96 heures. La preuve, les recommandations de la SF2H, avec lesquelles j'ai travaillé, on est passé à 7 jours. Et là, c'est pareil, il n'y a aucune étude. C'est juste des recommandations d'experts. À Douai, nous, le système clos, parce que les années 90, c'était les systèmes clos, j'ai décidé d'instaurer un système clos sur les voies centrales, avec les valves bidirectionnelles et tout. Et nous, en fin de compte, notre système de perfusion, on le pose quand le médecin pose la voie centrale. On le vise sur la voie centrale et on le laisse en place jusqu'à l'ablation de la voie centrale. Chez nous, les voies centrales durent en moyenne 14 jours et demi. On a des voies centrales qui sont laissées en place 50 jours. Culture du cathéter totalement stérile. Pas de changement de rampe, rien du tout. Les rampes, alors les laboratoires, ils viennent de passer de 7 jours à 21 jours, hein, parce que c'est pareil, quand on est passé d'1 jour à 96 heures, il n'y avait pas de raison qu'ils passent à plus que 7 jours. Bon, là, comme on passe à 7 jours, ils se disent qu'il faut qu'on passe à 15 jours ou 3 semaines, quoi, pour toujours garder voilà. Mais il n'y a pas... Les études sur ce domaine-là sont extrêmement compliquées. Il faudrait un panel de 2-3 000 patients pour voir sortir quelque chose. Donc il n'y aura quasiment jamais ça sera des recommandations d'experts tout le temps. Voilà. Et donc ça sera toujours les sectes d'hygiène.
seront toujours en train de vous dire oui, ce qui est marqué dans la Bible, c'est vrai, mais moi, dans mon établissement, je professe ça. Et je ne lis pas la Bible. Et c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce qu'ils travaillent sur des recommandations d'experts, pas sur des études assez souvent. C'est trop compliqué. Voilà. Il y a quand même une publication australienne de janvier 2021, je pense. 21, ouais, c'est ça. Et qui démontrait qu'il y avait une stabilité à 7 jours, qui était confirmée avec un panel de 10 ou 15 000 patients. Quoi. Voilà. Mais le problème des Australiens, c'est que cette étude a été faite sur des voies périphériques. C'est des cathés périphériques. Alors, vous retrouvez les mêmes études. Moi, j'en ai retrouvé, mais sur des panels plus petits, 100, 50, 200, 300, en Chine. Alors bon, j'ai réussi à avoir des traductions, parce que chinois, je ne parle pas chinois, des traductions en anglais. En Italie, en Angleterre. Il y a aussi des études. Là, sur les voies centrales. Alors, aux USA, on a des études sur les voies centrales, mais uniquement en pédiatrie. Et donc, à chaque fois, l'hygiène va vous dire oui, mais les recommandations 7 jours, c'est sur les voies périphériques, c'est pas sur les voies centrales. Oui, mais là, c'est pas chez un adulte, l'étude a été faite chez des enfants. En fin de compte, s'il n'y a pas une volonté de l'hygiène de changer les choses, elles trouveront toujours une excuse pour ne pas le mettre en place. Voilà. On n'est pas en Suisse. En Suisse, quand une règle est édictée le lundi par la secte d'hygiène, le mardi, elle arrive dans les hôpitaux suisses. Le mercredi, tous les infirmiers ont reçu par mail les nouvelles règles et c'est appliqué le jeudi. En France, c'est sorti en 2018 et en 2022, c'est toujours pas appliqué. Voilà. D'autres questions ? Bon, on va peut-être continuer à respecter l'horaire.